Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être déjà connectés. On va démarrer à 11h30. On va attendre un petit peu que tout le monde ait pu nous rejoindre. Je vais accueillir dans un instant Christopher Sullivan, qui est notre intervenant du jour. Et pour tous les autres, vos micros sont coupés, mais vous avez la partie questions. Vous pourrez poser vos questions dessus et je les transmettrai à Christopher qui répondra. Merci. Bonjour. Salut. Bonjour Claudine, ça va? Bien et toi? Oui, t'as ouvert pour tout le monde ou juste pour moi? Je t'entendais Je parler. pense que c'est pour tout le monde. Ah, ok, d'accord. Ouais, Très bien. écoute, on est sur cet outil depuis hier. Alors, il y a encore deux, trois choses que je ne maîtrise D'accord. pas. D'ailleurs, on peut déjà demander aux participants qui sont connectés. Bonjour Irina, donc a priori, vous nous entendez, vous nous voyez. Ok, super. Je suis pas sûre que tu vois les questions, Christopher, je te les lirai. Je vois chat, questions, mais Tu je vas pas vois voir les pas questions effectivement. Non, des autres. non, visiblement pas. Non, parce on a mal créé ton compte, on t'a mis en participant et D'ac- pas en animateur. D'accord. Je voulais essayer de voir si je pouvais mettre un petit fond d'écran, mais Je suis pas sûre, on n'a pas encore trouvé. ouais, Mais j'ai tu pas pourras partager l'impression un non écran, plus. tu pourras partager par contre ton écran, ça Oui, fonctionne. oui, oui, la J'ai une petite... présentation, ouais. Non, mais c'était Ouais, pour pour tes agrémenter, collègues. pour déjà cacher un peu le fond. Bon, y a rien à cacher, mais je veux dire, ça permettait Oui, aussi de mettre un petit logo ou quelque chose. Faudra voir. Vous ça avez va. démarré sur le Livestorm, donc c'est tout nouveau, ça que tu me disais? Ouais, on l'a mis en place vendredi après-midi et moi j'ai animé D'accord. ma première conférence hier et je sais que le logo et le fond devraient pas tarder à arriver. C'est une D'accord. demande. Enfin, c'est une belle boîte française. C'est bien. Ouais, et puis c'est très sympa et beaucoup plus facile que l'ancien outil. Il n'y a rien à installer pour les participants. Alors, je vais juste essayer de partager mon écran Ouais. pour voir si ça se présente bien de ton côté. Si ici, alors sélectionner, voilà, parfait, le diaporama. Est-ce que tu vois est-ce que tu vois toi aussi mon écran ou pas? Que Alors, tu moi, voilà, ça y est. J'ai un petit problème de connexion, mais... Ok, là, tu m'entends. Oui, je t'entends. Ok, je ferai peut-être la scène si je trouve comment mettre ça. Alors, on va laisser plus de place à ton écran. Ah, on m'a montré, hein, mais... Ah, alors tu cliques en bas à droite, il y a un petit pour mettre en plein écran, et une fois que tu l'as mis en plein écran, tu as trois petits points Ah, voilà. Ouais, génial. qui te permettent de quitter Merci. la scène. Mais j'aurais besoin de toi à un moment donné, au début de la présentation. Donc, ne quitte pas la scène trop vite, si tu veux bien. D'accord. Rester un peu avec moi. Ah voilà, là normalement c'est mieux. On a le Ah oui, PowerPoint au-dessus. ah Voilà, oui, c'est en ce que je voulais. grand. Bah, du coup, si on a ça, j'ai pas besoin de quitter la scène. Super. Non, génial. Voilà, donc les participants nous voient tester en direct. Bonjour à tous. C'est les aléas du direct. Voilà. Vous avez un système de questions. Vous avez un chat. Alors là, ce sera plutôt si vous avez des petits soucis techniques ou quoi, pour nous dire bonjour en démarrage, pour nous confirmer que vous nous entendez bien et que vous voyez bien l'écran. Mais ensuite, pendant la présentation, vous avez l'onglet questions qui vous permettra du coup de poser toutes vos questions à Chris. Bonjour Sandia. Bonjour Lisa. Super.
Et donc, tu me disais que vous aviez un autre événement en cours, un gros truc que vous étiez en train de préparer, c'est ça? Ou vous étiez en Alors, train de on a faire? beaucoup, beaucoup de choses qu'on Ah, prépare. Je vais vous le montrer parce qu'il y a sûrement des personnes de la région Auvergne-Rhône-Alpes aujourd'hui avec nous. Et du coup, je vais vous montrer ce qu'on prépare et ce à quoi vous pouvez participer. Un instant que je retrouve. Voilà. Je vais vous partager mon écran. Alors, je vais essayer plutôt de vous. alors peut-être si moi je partage le mien, peut-être que je peux pas partager Non, tout non, ça. non, mais je sais ce que je vais Ah. faire. Je vais vous envoyer un call to action. Call to action. Euh, Et voilà. Et donc, effectivement, on a un grand jeu d'évasion, Projet Voltaire, sur l'orthographe et l'expression, qu'on lance et qui aura lieu le 17 juin. C'est un défi pour l'instant Auvergne-Rhône-Alpes exclusivement pour les professionnels de la région. Vous avez les informations sur LinkedIn et puis vous allez aussi, si ça vous intéresse, vous pourrez nous écrire pour recevoir les informations. C'est réservé aux entreprises et vous aurez plus d'informations là-dessus. Je vous envoie ça. Et voilà, donc le 17 juin, pour toutes les entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on organise, la Fondation Voltaire organise ce grand jeu, ce grand défi, qui est simple et gratuit à mettre en place. On peut faire des équipes de 6 collègues. C'est soutenu par le ministère de la Culture, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France, et puis la Digital League, EdTech Lyon, etc. Bonjour Marie-Laure. Et puis, alors on a aussi cette semaine, là ça concerne les collégiens et les lycéens, on a la finale du concours Dicodor Campus, qui est le grand concours de vocabulaire organisé par la Fondation Voltaire. Et si ça vous intéresse, tout va être retransmis sur la page YouTube du Dicodor Campus. C'est cet après-midi à 14h. Donc, je vous envoie aussi le lien, vous pourrez le suivre en direct sur la page de la Fondation Voltaire. Bien, il est 11h30, on va commencer du coup. Bonjour à tous et à Allez, toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette conférence qui sera animée par Christopher Sullivan. Bonjour Christopher, merci de nous consacrer bonjour Claudine. un moment. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, aujourd'hui, on va parler de l'évaluation, un levier d'engagement pour la formation et un enjeu pour Calliope. Donc, c'est Christopher qui va vous en parler, qui est directeur général d'ICDL. ICDL, anciennement connu sous le nom de PCIE, Passeport de compétences informatiques européen, et qui est le leader international de la certification des compétences numériques. Et si aujourd'hui, on leur donne la parole, c'est aussi parce qu'on a des valeurs communes. Au-delà de la valorisation des compétences, le projet Voltaire comme ICDL permet à chaque personne de gagner en confiance en soi et de faire un meilleur usage des outils numériques. Christopher, je te laisse la parole. Merci Claudine. Donc bonjour à toutes et à tous.
pour commencer, je voulais surtout te remercier, Claudine et Voltaire, pour cette invitation. Je suis ravi d'être là et ravi de pouvoir partager un petit peu mon expérience et notre point de vue. D'ailleurs, nous l'assumons sur l'évaluation des compétences. Je vais tout de suite commencer par me présenter, comme ça vous saurez qui je suis. Alors, je vais juste savoir comment je passe à la diapositive suivante, mais je vais y arriver. Je pense que c'est bon là. Est-ce qu'on est bon? Oui, parfait. Alors, non, pas tout à fait. Visiblement, vous ne voyez que... Voilà. Alors, je vais devoir jongler un petit peu entre les fenêtres, visiblement, mais c'est pas grave. Alors, on va y arriver. Donc, je suis Christopher Sullivan. Je travaille dans le secteur de la formation depuis un peu plus d'une quinzaine d'années. Et je dirige, donc comme le disait Claudine, la branche française de la certification ICDL. Alors, je vous parlerai un petit peu de la certification ICDL pour vous expliquer ce que c'est et ce que nous faisons dans la diapositive suivante. Mais je suis aussi par ailleurs depuis très peu de temps d'ailleurs administrateur de la FFP nous avons été partenaires justement de Voltaire là-dessus. Nous sommes des structures adhérentes à la FFP et c'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés. Au travers de ce travail en tant qu'administrateur, que je vous dis assez récemment, mais surtout en tant que coprésident de la commission numérique aux côtés de Bruno Périnel, j'interagis avec les acteurs majeurs de la formation en France, qui sont la FFP, mais aussi évidemment Centre Info, France Compétences et d'autres. Et l'idée de cette présentation, c'est un petit peu de synthétiser tout ce qui est en train de se passer et tous les enjeux justement de l'évaluation et d'essayer de vous synthétiser des informations qui peuvent vous aider à vous saisir, si ce n'est pas déjà le cas, de cette partie qui est omniprésente maintenant dans le domaine de la formation, qui est l'évaluation. Également, donc j'essaye d'avancer voilà, alors visiblement, il faut que j'aille jusqu'au bout de la diapo pour pouvoir vous l'afficher correctement. Donc la certification ICDL, comme aussi le disait Claudine, c'est anciennement connu sous le nom PCIE, Passeport de compétences informatiques européen. Vous avez peut-être entendu parler de cette certification. Donc nous avons changé de nom l'année dernière, mais c'était simplement pour pouvoir nous aligner sur le nom international, puisque c'est une certification qui existe dans plus de 100 pays et qui compte aujourd'hui plus de 17 millions de certifiés à travers le monde. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se passe en France. En France, nous existons depuis plus de 25 ans. Nous comptons à peu près 300 000 personnes qui ont passé la certification, 2 millions de tests qui ont été passés, puisqu'ils peuvent passer les tests sur de nombreux logiciels, puisque nous couvrons plus de 35 logiciels sur lesquels on peut se certifiés et surtout, nous disposons d'un réseau de 500 centres d'examen. Et c'est là-dessus que je voulais m'arrêter un petit peu ici, puisque tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est en fait le recueil de tous mes échanges, de toutes mes interactions, non seulement avec les institutionnels que je citais tout à l'heure, comme Centre Info, France Compétences ou encore la FFP, mais c'est surtout aussi les retours d'expérience de nos formateurs, de nos centres de formation, qu'ils soient organismes de formation privés, publics ou même des écoles, sur justement leur expérience sur le terrain et de l'utilité que peut justement leur apporter ces évaluations de compétences. Et c'est un petit peu tout ça que j'ai voulu vous synthétiser dans cette présentation aujourd'hui. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même établir avec vous un vocabulaire commun, puisque on entend beaucoup de choses, on ne sait pas forcément de quoi on parle, et pour illustrer un petit peu tout ce désordre, j'ai voulu vous présenter ici cette nébuleuse, la nébuleuse de Sète. Alors, je dois vous avouer quelque chose, c'est que la nébuleuse de Sète n'existe pas, mais j'ai trouvé que c'était quand même, j'ai souhaité la nommer ainsi parce que je trouvais que c'était intéressant de se référer à ce dieu égyptien Sète, qui est parmi d'autres le dieu du désordre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu du mal à s'y retrouver. Alors, c'est quand même la nébuleuse du crabe que vous avez devant vous, et c'est aussi
aussi un petit panier de crabes, hein, en ce moment. C'est pas évident de se diriger, enfin voilà, de naviguer dans tout ce qui se passe au niveau des réformes et tout ça. Et effectivement, lorsqu'on commence à parler vocabulaire, eh bien, on entend parler de beaucoup de choses: évaluation, positionnement, diagnostic, reconnaissance, certification, cartographie des connaissances, des compétences. Il y a évidemment toute la partie diplômante. Et puis, on habilite aujourd'hui des organismes de formation que France Compétences appelle des partenaires. Voilà, donc on a vraiment beaucoup de termes, et il me paraissait important que, avant de commencer à échanger avec vous, bah, c'est déjà d'établir une sémantique, un vocabulaire commun, se mettre d'accord sur la terminologie que nous allions employer. Donc, évaluation, ça reste quand même le terme le plus générique, je pense, que nous pouvons trouver, parce que un positionnement fait plutôt référence à une évaluation initiale, puisqu'on va positionner à un instant T un individu. On peut aussi diagnostiquer, dans le sens où une évaluation, ça peut être une simple appréciation. Ça peut être de dire, bah, vous êtes bon, vous êtes moins bon, vous êtes excellent. Or, lorsque l'on diagnostique, on essaie de rentrer un petit peu plus en profondeur et de dire, bah, vous êtes bon, mais voilà ce que vous savez faire et voilà ce que vous ne savez pas faire. Voilà sur quoi, par exemple, vous devriez peut-être retravailler ou vous former. Et lorsqu'on parle aussi de cartographie, eh ben, peut-être que on élargit un petit peu cette évaluation à un ensemble de personnes, et ce qui peut permettre à une entreprise, par exemple, de cartographier au sein de sa structure, ben, les personnes qui maîtrisent telle et telle compétence. Ça peut les aider justement à peut-être replacer les personnes à différents postes pour justement exploiter dans le bon sens du terme, hein, les compétences qui sont dans l'entreprise. C'est d'ailleurs c'est un sujet qui anime. Je fais partie d'un groupe de travail à l'AFNOR qui bosse sur justement l'évaluation des compétences, et je vous cache pas que la sémantique anime de nombreuses réunions pendant des heures et des heures, où il faut qu'on se décide entre nous de ce qu'on va utiliser comme terminologie. Et donc voilà, pour parler un petit peu de cette évaluation, on parle de positionnement, de diagnostic, de cartographie, mais je pense que pour revenir vraiment à la notion fondamentale, c'est l'évaluation. Et je vous donne un dernier exemple là-dessus, c'est par exemple la certification. Vous passez un test de certification, bah, France Compétences parle d'une évaluation. Euh, et c'est vrai, pour pouvoir certifier, vous êtes obligé d'évaluer dans un premier temps. Et même si on peut parler de évaluation initiale ou évaluation pré-formation ou évaluation post-formation, on reste quand même dans de l'évaluation, que ce soit simplement pour diagnostiquer ou que ce soit aussi pour certifier. Euh, les connaissances, les compétences, ça aussi, ça fait partie des sujets qui animent nos discussions à l'AFNOR. Bon, les connaissances, c'est des connaissances, les compétences, c'est ce qu'on arrive à faire, c'est ce qu'on fait. On utilise souvent des verbes d'action, justement, et ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard dans ma présentation, parce que ça sera important par rapport à Calliope. Et puis les centres d'examinabilité, hein, vous faites certainement partie des centres habilités par Voltaire pour distribuer leur certification. Eh bien voilà, on va parler d'habilitation, France Compétences va parler de partenaires. Voilà. Donc c'était juste un petit tour d'horizon, un petite vue d'ensemble de toutes les terminologies que vous pouvez entendre aujourd'hui, mais on va essayer de se recentrer vraiment sur cette partie évolution. Et moi, dans la manière dont je vais vous présenter aujourd'hui ce concept d'évaluation, vais, euh, je vais vous détailler, vous préciser à chaque fois si on parle d'évaluation pré-formation, post-formation, pendant la formation, etc., et de quoi on parle exactement. Avant de rentrer aussi, dernière étape, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais faire appel à Claudine, si elle est là, euh, Oui, pour je que suis tu là, sois mon je cobaye. coupe juste la caméra de temps en temps à cause de la connexion. Pas de problème. Pas de problème. J'ai besoin d'un cobaye, donc je fais appel à toi. Alors c'est pas du tout préparé, hein, je tiens à prévenir tout le monde, et j'ai fait un petit peu exprès. Je voulais te demander, toi, Claudine, euh, comment tu considères ton niveau de compétence sur Excel, par exemple? Tu Euh, t'auto-évaluerais comment? limité. Limité. Limité? Ouais. D'accord. Mais tu t'en sers quand même. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Si, mais en plus, je m'en sers beaucoup, mais je sais que c'est tellement puissant que je pense que je me sers à peine de 5% de ce que Excel peut faire. Enfin, tu fais une estimation.
sans savoir tout ce qui peut être fait dessus. Donc tu dis 5%, mais Exactement. en fait tu sais pas si c'est 15% ou si c'est 1% en fait, puisque Exactement. tu ne sais pas ce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, comme on dit. C'est un petit peu le Non. problème de l'auto-évaluation. Il y a un autre problème sur l'auto-évaluation aussi, c'est que j'ai bien vu que tu te demandais ce que j'attendais comme réponse et que tu as essayé de. C'est un peu le problème quand on fait une auto-évaluation, c'est que déjà on s'auto-évalue, mais on ne connaît pas l'étendue des compétences qu'on pourrait avoir. Donc c'est toujours difficile de dire, bah moi je sais faire tant de choses, mais en même temps, si vous saviez tout faire, il y a que en sachant tout faire que vous connaîtriez vraiment la limite de tout ce que vous pourriez faire. Et puis surtout, on a aussi envie soit de répondre parce que on veut répondre par rapport à ce que les gens attendent de nous ou par rapport aussi ce que nous avons envie de montrer, de ce que nous avons envie de dire. Et c'est un vrai problème aujourd'hui, l'auto-évaluation. Je pense que c'est devenu quelque chose enfin, assez inutile parce que ça permet pas vraiment de répondre à des vraies problématiques de besoins justement de compétences réelles. Et pour illustrer ce point, nous avons fait une étude. Alors évidemment, moi je vais dans mes exemples surtout parler de la compétence numérique, mais c'est quelque chose que nous retrouvons finalement sur tous les domaines de compétences. C'est pas vraiment tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est générique. Faut le prendre de manière transverse. Ça peut s'appliquer évidemment à tout domaine de compétences. Mais lorsque nous avons questionné des personnes sur ce qu'ils savaient faire, par exemple sur la gestion des emails ou sur la navigation Internet ou sur les compétences numériques, nous leur avons demandé est-ce que vous savez faire ceci, est-ce que vous savez faire cela. En moyenne, ces personnes sur les Internet et emails ont répondu qu'ils savaient faire à peu près 85% des fonctionnalités sur lesquelles on les questionnait. Et puis quand on les a évaluées, en fait, ils ne savaient en faire que 34%. Et puis c'est la même constatation sur les compétences numériques. Donc on voit bien que il y a une différence entre la perception que nous avons de notre niveau, parfois en se surestimant, mais parfois aussi en se sous-estimant. Hein, c'est tout à fait, ça peut aller dans les deux sens, et en fait la réalité des choses. Et c'est là où l'évaluation des compétences est un enjeu important, puisqu'il va permettre justement de mettre le doigt sur la réalité. Et ça, je pense que là, j'enfonce des portes ouvertes, je pense que je ne vous apprends rien là-dessus, mais c'était important de quand même établir ce constat avant d'aller sur la suite. Donc, je vais commencer chronologiquement. L'évaluation initiale, nous avons un premier intérêt qui est très important dans cette évaluation, c'est de faire prendre conscience du niveau réel. La prise de conscience du niveau réel, elle est importante pédagogiquement, dans un premier temps parce que si vous pensez déjà tout savoir, quand vous arrivez en formation, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Il est important, quand nous démarrons une formation, que nous nous remettions en question. C'est uniquement quand nous nous remettons en question que nous sommes capables de intégrer de nouvelles compétences et de progresser. Et très souvent, comme je le disais, des personnes vont se surestimer ou se sous-estimer, donc il faut absolument qu'elles prennent d'abord conscience de leur niveau réel, et là, l'évaluation initiale joue un rôle important. Ah, j'ai perdu mon partage. C'est moi qui ai C'est fait pas une fausse grave. manipulation, excuse-moi. D'accord, pas de problème. Je recommence, il n'y a pas de souci. Ensuite, donc je disais, voilà, prendre conscience au niveau pédagogique. Mais c'est pas seulement intéressant au niveau pédagogique, c'est également intéressant au niveau commercial. Lorsque vous allez pouvoir proposer une évaluation à une entreprise, par exemple, eh bien, cette évaluation va jouer va être comment dire, objective, et va vous permettre justement de mettre en évidence un besoin éventuel de formation. Donc c'est très intéressant, évidemment pédagogiquement, mais aussi de manière commerciale. Les autres avantages donc de cette évaluation, c'est que, eh bien, si elle est suffisamment bien faite, elle va vous permettre d'optimiser les formations, parce que je vous rappelle que nous sommes dans une évaluation pré-formation, donc l'objectif c'est quand même à un moment donné d'aller sur la formation, donc ça va vous permettre d'optimiser et aussi de cibler. Et c'est là où les différentes évaluations qui peuvent exister, eh bien, il y a évidemment des certifications, des évaluations qui sont plus qualitatives que d'autres. Il s'agit pas simplement
d'apporter une appréciation en disant vous êtes bon ou vous êtes mauvais, mais surtout de pouvoir cibler ce que la personne sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire. Et à partir justement de ces informations, de pouvoir optimiser l'offre de formation que vous proposez derrière ou le parcours de formation que vous proposez derrière. Donc ça, c'est les principaux avantages de cette évaluation. Les difficultés auxquelles vous pouvez faire face lorsque vous proposez des évaluations, c'est un manque d'engagement, voire même une réticence. Lorsque nous proposons, là je reprends l'exemple avec la certification ICDL, lorsque nous proposons des évaluations, notre réseau de centres propose des évaluations à des entreprises, il peut y avoir parmi les collaborateurs de l'entreprise des personnes qui n'ont pas envie d'être évaluées. Elles peuvent se sentir un peu menacées, mises en danger de par cette évaluation. Or, cette évaluation, elle est nécessaire pour savoir sur quoi nous pouvons justement proposer une formation. Et là, pour contourner cette difficulté, il est extrêmement important de très rapidement, lorsqu'il y a une démarche d'évaluation qui se met en place, de sensibiliser, d'avoir une vraie pédagogie sur l'intérêt de cette évaluation et d'expliquer que cette évaluation, c'est pas une évaluation sanction. On n'est pas en train d'évaluer parce que nous souhaitons critiquer la personne, mais plutôt au contraire de l'aider à s'améliorer, de l'aider à être plus à l'aise dans le domaine de compétences sur lequel nous évaluons. Donc il est tout à fait possible de contourner ces freins, mais il faut les prendre le plus tôt possible, de manière à justement sensibiliser et rassurer les individus que nous allons évaluer et de faire en sorte qu'elles ne se sentent pas donc menacées ou agressées par cette évaluation. Mais cette réticence, ce manque d'engagement, il existe. On se rend compte aussi très souvent que lorsqu'un DRH met en place une évaluation pour ses collaborateurs, eh bien, qu'il faut embarquer le personnel dans cette démarche-là. Il faut aussi que le DRH joue son rôle d'accompagnateur et quand nous le constatons régulièrement, si on envoie des tests d'évaluation à une trentaine de personnes dans une entreprise, eh bien il y en a qui vont le faire très rapidement parce qu'elles sont motivées ces personnes et qu'elles veulent aller vite. Puis vous en avez d'autres qui ont besoin d'être un peu plus relancées, d'être un petit peu plus motivées. Et là c'est effectivement le DRH qui peut jouer ce rôle pour embarquer un petit peu tous les collaborateurs là-dessus. Donc ça, c'était la première étape de l'évaluation. Et juste pour résumer sur diapositive avant de passer à la diapositive suivante, c'est vraiment l'idée, c'est prenez conscience de votre niveau réel. C'est une remise en question, certes, mais c'est aussi un moyen pour justement se donner les moyens de progresser. Et puis, selon la finesse et la qualité de l'évaluation, ça peut vraiment aussi permettre d'optimiser les parcours de formation et de personnaliser le parcours. Les individus vont aussi se sentir beaucoup plus impliqués et motivés par la formation dès lors qu'ils ont l'impression, du moins, que cette formation est adaptée à leurs besoins, à leur niveau. Donc ça aussi, c'est intéressant au travers de cette évaluation de pouvoir leur proposer un parcours de formation adapté. L'évaluation pendant la formation. Alors l'évaluation pendant la formation, elle est très intéressante parce qu'elle va permettre à l'apprenant de constater la progression. Constater la progression assez tôt dans la formation, ça va permettre d'augmenter la motivation de l'apprenant. Il va voir qu'il a déjà commencé à progresser et dès lors qu'il peut constater cette progression, il va se dire donc ça marche, donc je vais continuer à m'investir, continuer d'être motivé dans cette formation. C'est aussi très intéressant de pouvoir visualiser les objectifs. Lorsque vous avez commencé votre formation et que vous aviez par exemple une dizaine d'objectifs de compétences à atteindre et que parmi les 10 objectifs, vous en avez déjà atteint 2, il ne vous en reste plus que 8 et plus vous allez avancer dans votre formation, plus vous allez voir ce nombre d'objectifs se réduire puisque vous les atteignez et donc de pouvoir visualiser justement cette réussite et l'atteinte de ces objectifs, ça va encore continuer à accélérer la motivation, l'investissement de l'apprenant dans la formation. C'est pour ça que l'évaluation pendant la formation, elle va être très utile, mais elle peut se faire à plusieurs moments aussi pendant la formation. Alors, la difficulté, c'est que évidemment, lorsque vous faites des formations très courtes, vous n'allez pas avoir le temps de faire
beaucoup d'évaluations pendant la formation, notamment sur des formations qui vont durer 1, 2, 3 jours. Ça va être très complexe de pouvoir y intégrer des évaluations. Ceci dit, c'est pas infaisable, mais ça va être beaucoup plus compliqué. Et puis, le problème aussi, c'est de faire face à des apprenants qui, dès le départ, ne sont pas vraiment investis dans cette formation. Si vous avez pu faire cette évaluation initiale au départ, de leur montrer qu'il y avait un réel besoin de se former, de leur montrer que la formation que vous alliez leur proposer était vraiment adaptée à ces besoins, vous allez augmenter leur investissement, leur motivation. Mais vous allez toujours vous retrouver face à des personnes qui ne seront absolument pas investies dans la formation. Et le problème à ce moment-là, c'est que le risque, c'est que lorsque vous allez faire cette évaluation pendant la formation, ben, vous n'allez pas pouvoir constater de progression. Parce que comme ils sont peu investis, ben, ils ont peut-être pas justement acquis de nouvelles compétences. Et là, on va avoir donc peu ou pas de progression. Et ça va plutôt les décourager à s'investir dans la formation puisqu'il n'y a pas de constat d'évolution. Donc ça, c'est un petit peu aussi le risque pour ces apprenants peu investis. Et puis je passe à la troisième étape qui est l'évaluation en fin de formation. Et bien là aussi, nous sommes dans le constat de la progression, de mesurer la progression de compétences. Celle-ci, elle est intéressante parce que bah, ça permet toujours, comme toujours, aux stagiaires, à l'apprenant d'apporter une certaine satisfaction, de se dire bah voilà, j'ai progressé, j'ai acquis ces nouvelles compétences et je peux le mesurer au travers de ces évaluations. Mais c'est aussi le moyen de fournir à un donneur d'ordre, que ce soit un OPCO, que ce soit un Pôle emploi, que ce soit un DRH dans l'entreprise, de dire vous m'avez envoyé des personnes à former. Lorsque ces personnes, nous les avons prises en charge, elles avaient tel niveau de compétence puisque nous avions fait cette évaluation initiale. Nous avons, en fin de formation, refait cette évaluation et nous avons pu constater telle et telle progression de compétences. Et donc, vous allez fournir un retour sur investissement ou un retour sur objectif à ce donneur d'ordre. Encourager de faire de faire ce retour, ça va les encourager à refaire d'autres actions parce que elles sont, ces donneurs d'ordre vont être en capacité de mesurer justement l'efficacité de ces formations avec au travers de ces évaluations. Donc c'est également enrichissant, c'est d'autant plus enrichissant lorsque vous avez une certification à la clé. Mais même si ce n'est pas une évaluation certifiante, le fait de simplement avoir deux évaluations à deux moments donnés et qui vont pouvoir mesurer cette progression de compétences, c'est tout à fait intéressant. Et c'est aussi valorisant pour votre formation, votre formateur, votre organisation, puisque c'est aussi un moyen pour vous de mettre en avant votre progression de compétences. Je reviendrai un petit peu là-dessus dans un instant, mais la difficulté, là, les difficultés auxquelles vous pouvez faire face, c'est l'échec. Hein. C'est peu de progression, pas de réussite au certificat selon le type de certificat. Alors, il y a plusieurs écoles au niveau des certificats. Vous avez des certificats que vous obtenez quel que soit votre score, comme le TOEIC par exemple. Et puis vous avez des certificats où vous devez atteindre un certain score pour l'obtention. Et dans ce cas-là, vous pouvez faire face à de l'échec. La difficulté, une des difficultés aussi, le risque, c'est que si vous avez eu des personnes qui étaient peu motivées pendant la formation, eh bien vous risquez d'avoir peu de progression et on pourrait penser que c'est dû à la qualité de la formation au lieu que ce soit de penser que ce soit dû à la motivation des apprenants. Donc ça, c'est effectivement un petit peu les difficultés. Là où je voulais revenir sur ces trois étapes d'évaluation, il est important de comprendre qu'au même titre que l'évaluation, déclarative, l'auto-évaluation est peu pertinente finalement ou n'apporte pas grand-chose comme outil pour évaluer réellement le niveau réel. Alors l'évaluation déclarative, exprimer un besoin, ça c'est quelque chose de très important. Dire moi j'ai besoin de savoir faire ça, j'ai vu quelqu'un le faire et je veux pouvoir faire la même chose, ou j'ai vu ce résultat et je veux pouvoir obtenir ce même résultat et
pour obtenir ce même résultat, il faut que j'acquière les compétences qui vont me permettre de le faire. Ça, c'est tout à fait pertinent et utile. C'est l'auto-évaluation sur le niveau réel de ces compétences qui, à mon sens, ne sert pas à grand-chose puisque on a du mal à s'auto-évaluer. Mais au même titre que cette auto-évaluation, il me paraît important aussi que les outils d'évaluation que vous utilisez euh, soient indépendants. Si vous développez vos propres outils d'évaluation, vous mettez toujours en situation de risque que les personnes en face de vous vous disent oui, mais là, vos tests, ils sont faits par vous pour vendre votre formation. C'est un petit peu le reproche qu'on peut faire, par exemple, à des éditeurs d'e-learning qui proposent des diagnostics avant la formation e-learning. Mais en fait, ces diagnostics sont faits pour diriger sur leur formation à eux. Or, c'est important que l'outil que nous utilisons pour évaluer soit indépendant du centre, justement pour apporter un regard objectif sur le niveau de compétence. Donc, moi, je vais vous encourager, évidemment, nous sommes fournisseurs de tests d'évaluation sur les compétences numériques, donc c'est un petit peu notre produit. Donc évidemment, je vais le mettre en avant. Mais posez-vous quand même la question. Aujourd'hui, vous avez plein de solutions, quel que soit le domaine de compétences sur lequel vous formez. Il y a plein d'outils aujourd'hui sur le marché. Eh bien, de prendre un outil indépendant pour faire ces évaluations, c'est un argument commercial supplémentaire auprès de vos clients parce que vous pouvez leur dire, mais vous savez, ce ne sont pas mes tests. Vous passez le test chez moi ou chez mon concurrent, vous allez avoir exactement le même résultat. On ne peut pas agir sur le résultat du test, on ne peut pas agir sur le contenu du test. Le test, il est normé. Le test, il est indépendant de mon centre de formation. Donc, lorsque nous faisons cette évaluation initiale, par exemple, et que nous vous transmettons la cartographie des compétences dans votre entreprise, pour prendre cet exemple, eh bien, ce regard qui est porté sur les compétences de vos collaborateurs, il est totalement objectif et vous aurez le même ailleurs. Donc, cette notion d'indépendance, elle est très importante. Quelle que soit l'évaluation que vous êtes en train de faire, que ce soit une évaluation initiale, une évaluation en cours de formation ou après la formation, et elle est d'autant plus intéressante si vous faites une évaluation, une mesure de la progression de compétences, puisque cette progression de compétences, c'est l'efficacité de votre formation, c'est l'efficacité de votre formateur, et si vous avez donc une mesure qui peut être indépendante, eh bien, elle sera d'autant plus crédible et valorisante pour justement votre centre. Je vais continuer. Je ne sais pas s'il y a des questions, Claudine. Je n'ai pas l'impression d'en voir moi de mon côté. Alors, il y a eu une question à laquelle j'ai répondu. C'était ROI. Pouvez-vous nous dire les mots exacts? Donc, Pardon. Alors, je te ROI, laisse le dire pour tout le monde. Ouais, c'est mon côté anglais. ROI, c'est Return on Investment. Donc, c'est le retour sur investissement. Je sais que c'est un terme que nous utilisons, que les entreprises utilisent principalement en termes de productivité ou d'investissement, de gains sur investissement, etc. Et ça s'applique pas fondamentalement, ça s'applique pas à la formation dans le sens où la formation, bien, on est sur l'individu, on se fixe des objectifs, c'est quelque chose de beaucoup plus humain que juste du retour sur investissement. Mais il y a quand même un élément important, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin de ce retour sur investissement. Et nous avons besoin, nous les professionnels de la formation, de convaincre les entreprises que la formation, c'est un investissement. Nous avons encore beaucoup trop d'entreprises en France qui voient la formation comme une perte de temps. Vous avez encore beaucoup trop d'entreprises qui, lorsque vous avez des salariés qui sont en formation, qui se disent, ils sont pas à leur poste, ils sont pas en train de travailler, ils sont pas en train de faire leur boulot, et donc, il y a du travail qui est perdu, quoi, entre guillemets. Or, la plupart des études, je peux vous en citer plein, montrent bien qu'en fait, c'est le fait de ne pas former qui fait perdre plus de temps aux entreprises. C'est le fait de ne pas former qui leur fait perdre leur productivité. Donc, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'on accompagne les personnes dans l'acquisition de nouvelles compétences. C'est de l'accompagnement humain. Voilà.
que je vous le dis au travers de toute mon expérience, je sais à quel point une formation peut être valorisante pour l'individu, à quel point elle peut être satisfaisante. Et c'est vrai que ça peut paraître un peu paradoxal de parler de la reconnaissance des individus, de la valorisation des individus, et en face de mettre du retour sur investissement. Sauf que si on veut motiver les entreprises à investir dans la formation, il faut qu'elles le voient comme un investissement. Et pour qu'elles acquièrent cette vision, eh bien, c'est au travers justement de résultats que nous pouvons mesurer, que nous pouvons leur fournir. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs, nous, avec ICDL et notre réseau de centres. On les encourage, lorsqu'une formation se termine, de aller voir rencontrer l'entreprise avec des rapports, avec des graphiques, en disant voilà ce que ça a permis à votre entreprise d'acquérir comme nouvelles compétences. C'est pas nous qui le disons, c'est un outil d'évaluation indépendant, donc objectif. Et voilà, ça vous a vraiment permis d'avoir un retour sur investissement. Alors, si je peux me permettre d'ajouter Oui, quelque chose là-dessus, tu as tout à fait raison, Christopher. Et puis, c'est aussi un gros impact sur la motivation de l'apprenant, parce qu'il y a la notion de rentabilité de son effort. Si vous êtes aujourd'hui à nous écouter pendant 1 heure, c'est que vous espérez ressortir de là avec des choses et que cette heure qui nous est consacrée vous soit profitable, vous soit rentable. Et c'est la même chose sur les apprenants. Donc, ils vont avoir plus envie de resuivre une formation derrière s'ils sont sûrs que la formation précédente a été vraiment utile. Et ça, tout à fait, il est possible de leur prouver. absolument. C'est un petit peu la difficulté. Je vous disais que j'étais anglais. C'est vrai que je suis moitié anglais, donc j'ai aussi un peu la vision anglo-saxonne de la formation. Dans ces pays-là, les individus sont extrêmement demandeurs de formation. On est un des seuls pays dans le monde où on a une solution de financement de la formation aussi développée au travers du CPF, des OPCO, etc. Il y a beaucoup de la plupart des autres pays dans le monde n'ont pas ce genre de dispositif, et c'est les individus qui payent de leur poche les formations, ou les entreprises qui payent pour leurs salariés les formations, parce que ces entreprises ont bien compris justement l'intérêt d'investir là-dessus. C'est vrai qu'en France, alors je ne sais pas si c'est vraiment dû à ça, si c'est l'expérience à l'école qui décourage les personnes à aller en formation en se disant qu'elles vont retourner à l'école, et elles ont peut-être été un peu traumatisées par cette expérience scolaire, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Mais en tout cas, on se rend compte que lorsque vous avez des personnes qui sont réticentes à la formation, c'est très souvent parce qu'elles n'ont jamais eu l'expérience de la formation. Alors que lorsque vous avez des personnes qui ont fait déjà une formation, souvent elles vont être plus demandeurs d'en refaire. Et c'est pour ça parfois aussi que dans les entreprises, c'est toujours les mêmes qui vont en formation. Donc, il faut casser un petit peu ce problème ce mythe de retourner à l'école, et inciter des gens à aller en formation au moins une première fois, avoir une bonne expérience. Et si cette expérience a été bonne, justement, ça va les motiver à aller plus loin. Et c'est le même principe pour les entreprises. Si vous arrivez à leur fournir, lorsque vous faites des formations pour leurs collaborateurs, de leur fournir un retour sur investissement, ça va aussi les motiver, les encourager à continuer à en faire derrière. Euh, donc, je voulais aussi insister sur un dernier point, c'est justement ces résultats, et c'est notamment la forme que ces résultats vont prendre. Alors ici, juste pour illustrer mon exemple, je vous présente des résultats que nous fournissons avec ICDL. C'est pas forcément le contenu qui compte, mais au contraire, c'est la forme. Il est extrêmement important, à mon sens, que les résultats que vous fournissez soient lisibles, compréhensibles. C'est-à-dire que nous, on fait beaucoup d'efforts à ce que un rapport de diagnostic puisse être lu par n'importe qui, et pas seulement un professionnel de la formation, pas simplement un formateur. C'est important que on se mette au niveau euh, de la personne qui va consulter ces résultats-là, et pas. Alors, vous pouvez avoir des statistiques, des tableaux croisés dynamiques où vous allez pouvoir calculer le meilleur taux de rendement par rapport au contenu de votre formation, etc., etc. Et ça peut vous être utile derrière à un niveau très technique pour votre équipe pédagogique, pour vraiment adapter la formation le mieux possible. Mais si c'est pas compréhensible par un DRH, par exemple, vous allez sentir un peu de frein à y aller. Or, si vous avez quelque chose qui est
pas forcément que synthétique, hein, vous pouvez aller dans le détail, mais que ce soit compréhensible. Ça, c'est quand même hyper important que les résultats qu'on fournisse soient lisibles et compréhensibles par tous. Vous voyez que ici, par exemple, sur nos rapports, vous avez des étoiles, voilà, on a vraiment, on a des graphiques, on a des couleurs. Ça permet à la personne qui va consulter ce rapport de tout de suite comprendre soit si c'est sa propre évaluation, de comprendre où est-ce que la personne se situe et les points forts, les points faibles, et de voir justement sur quoi il va falloir travailler, mais aussi pour un donneur d'ordre, encore une fois, que ce soit une entreprise, un OPCO ou un pôle emploi ou peu importe, de pouvoir justement avoir tout de suite l'information qu'il recherche, connaître son niveau. Et le dernier point aussi, c'est l'esthétique. Il faut que ce soit agréable à voir. Si c'est gris et pas de couleur et bon après les goûts et les couleurs, je discute pas, hein. Moi, je trouve que notre rapport c'est le plus beau de tous, mais ça c'est bon, c'est évidemment mon point de vue personnel, mais je suis sûr que ceux de Voltaire ils sont très bien aussi, hein. Exactement. Mais il faut que ce soit esthétique. Il faut que ce soit agréable à l'œil parce que c'est aussi quelque chose qui va motiver les gens à continuer dans la formation. Et il n'y a pas que il n'y a pas que les rapports, il n'y a pas que les retours sur les évaluations, mais il y a aussi le certificat. Si vous pouvez faire un certificat, c'est pas, enfin vous qui le faites, là je m'adresse aux organismes certificateurs s'il y en a parmi vous. Et j'ai vu ceux de Voltaire qui sont très bien. Ils sont pas aussi bien que ceux d'Israël, mais ils sont très bien. Mais il faut aussi que le certificat, au-delà d'être une garantie, un gage de crédibilité, de reconnaissance, il faut également qu'il soit esthétiquement beau. Ça ajoute quand même beaucoup à la satisfaction de l'individu qui le reçoit et aussi ça lui donne envie d'ailleurs de le montrer. Et ça, lorsque, si on se revient sur le côté commercial de la chose, eh bien, si vous avez des personnes qui sur les réseaux sociaux vont partager leur certificat qu'ils ont obtenu chez vous, qu'ils vont le montrer à leurs collaborateurs lorsqu'ils reviennent au bureau, et que c'est un beau certificat, ça peut aussi inciter d'autres personnes derrière à vouloir l'obtenir et justement de pouvoir récompenser avec un beau certificat vos apprenants, eh bien, ça les motivera aussi à la faire, entre guillemets, la publicité de votre centre, de mettre en lumière votre centre. Donc, vous voyez que si on fait le circuit complet entre l'évaluation et la remise du certificat, il y a quand même beaucoup de choses sur lesquelles il faut quand même faire attention, que ce soit l'indépendance, que ce soit la précision, que ce soit le retour sur investissement, de prendre le temps de faire ce retour sur investissement aussi auprès des donneurs d'ordre et voire même sur l'esthétique finalement de ces retours, sur la lisibilité. Enfin, vous avez tous ces éléments-là qui sont à la chaîne et qui sont importants les uns comme les autres. Euh, Comme nous l'avions annoncé au début, il y a aujourd'hui un réel enjeu sur l'évaluation, alors et notamment sur la qualité. La qualité, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de toutes les préoccupations dans le domaine de la formation. Il y a donc la certification Calliope qui arrive, enfin qui est là aujourd'hui. Évidemment, il y en a probablement beaucoup d'entre vous qui l'ont peut-être déjà obtenu. Si ce n'est pas le cas, vous êtes peut-être datadocké. Si vous n'avez ni le Datadoc ni Calliope, ne perdez pas de temps avec le Datadoc, allez directement sur Calliope. Je suis même pas sûr d'ailleurs qu'on puisse encore obtenir le Datadoc actuellement. Il y a des échéances, je vous en parlerai dans la diapositive suivante. Mais c'est vrai que aujourd'hui, vous avez cette notion de qualité qui est présente un petit peu de partout dans le domaine de la formation. Vous avez les évaluations pas de compétences en l'occurrence, mais les évaluations des stagiaires, les évaluations des formateurs. Vous avez maintenant aussi une appréciation sous forme de scoring sur votre organisme de formation sur EDOF, enfin sur mon compte formation.gouv.fr, sur l'application. La qualité, c'est essentiel, c'est le point le plus important. Et donc, vous avez cet objectif qui est au 1er janvier 2022 pour tous parmi vous, si ce n'est pas encore le cas, justement, d'obtenir votre certification Calliope. Alors, dans Calliope, je le rappelle, c'est un petit peu le côté contradictoire de cette certification, c'est qu'en fait, Calliope ne vous demande pas d'avoir de bons scores. Vous demande pas d'être
bon dans ce que vous faites, en fait, Calliope vous demande de vous poser les bonnes questions. C'est surtout ça. Et donc, il y a 4 critères aujourd'hui et 4 indicateurs qui sont concernés par tout ce qui est évaluation et ou certification. Donc, je vais vous les présenter. Nous, en l'occurrence, chez ICDL, on a mis en place des outils pour aider justement nos centres à répondre correctement à ces indicateurs. Donc, vous avez l'indicateur numéro 3 qui vous impose de communiquer sur le taux d'obtention ou sur la possibilité de valider partiellement une certification, les équivalences de certification, les passerelles ou les débouchés ou les suites de parcours que vous pouvez envisager à la suite d'une certification. Petite précision, par exemple, c'est le taux d'obtention. Est-ce qu'on parle de taux d'obtention ou taux de réussite? C'est deux choses différentes. Je vous donne un exemple. Vous avez deux personnes qui passent, une personne qui passe 3 fois le même examen et l'autre personne qui passe 2 fois le même examen. Celle qui passe l'examen 2 fois échoue aux 2 tentatives, et puis celle qui le passe 3 fois réussit au bout de la 3e tentative. Donc vous avez 5 tentatives en tout, réparties sur 2 personnes. Il y en a Parmi les 5 tentatives, il y en a une seule qui a abouti à l'obtention du diplôme ou de la certification. Eh bien, votre taux de réussite est de 20%, puisque vous avez un examen réussi sur 5. Or, le taux d'obtention, eh bien, c'est le nombre de personnes qui ont obtenu la certification ou le diplôme. Et là, vous passez de 20 à 50%, puisqu'il y en a un des deux qui a quand même obtenu son diplôme ou son certificat. Donc, vous voyez qu'il faut être très attentif à ce sur quoi on communique, ce sur quoi on se base pour informer sur notre taux d'obtention, le taux de réussite, etc. Mais donc, vous devez vous poser ces questions-là. La plupart aujourd'hui des organismes certificateurs vous fournissent ce genre de data, ce genre de taux directement dans les plateformes, etc. que vous utilisez, et donc vous aide justement à répondre à cet indicateur. L'indicateur suivant, c'est l'indicateur 7 qui vous demande d'établir un tableau de corrélation entre les formations que vous dispensez et les certifications que vous visez au travers de ces formations. Alors là, il y a un grand débat parce que moi j'en parle avec de nombreux centres qui me disent oui, mais en fait, c'est le référentiel de compétences, c'est le même que le référentiel de formation. Or, pour en avoir discuté longuement, il y a une différence entre un référentiel de formation où vous informez, vous indiquez sur quoi vous allez former, et un référentiel de compétences où on est sur ce que la personne doit savoir faire, c'est des verbes d'action. Et donc, oui, on pourrait dire c'est la même chose, mais en fait, il doit savoir faire ceci. C'est là-dessus qu'on va être évalué au niveau de la certification. Pour réussir à faire ceci, comment je vais le former, quelles sont les modalités qui vont me permettre de former la personne pour acquérir cette compétence. Donc, c'est ça qui est demandé dans cet indicateur. Nous, par exemple, on fournit des modèles à nos centres, mais je pense que aujourd'hui, les certificateurs peuvent en faire autant. Mais sinon, vous avez juste un tableau de corrélation entre votre programme de formation et les référentiels de certification à mettre face à face. Les indicateurs 8, l'indicateur 8 et l'indicateur 16, ce sont les modalités d'organisation de vos évaluations. Je le rappelle, un test de certification reste une évaluation, simplement elle aboutit à une certification. Et bien là, il s'agit simplement d'expliquer dans cet indicateur comment vous faites l'évaluation. Encore une fois, nous le fournissons. Après, c'est simplement de dire, voilà, j'accueille la personne, je l'inscris, elle passe son examen, elle passe son concours, son test, etc. Et comment sont réalisées justement ces évaluations. Mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous qui ont déjà la certification Calliope, donc je suis peut-être pas en train de vous apprendre grand-chose, mais si c'est pas le cas, tournez-vous vers les organismes certificateurs avec lesquels vous travaillez, puisque je pense qu'ils seront pour au moins ces 4 indicateurs-là en capacité de vous fournir les modèles et les informations dont vous avez besoin. Je vous parlais d'échéances tout à l'heure. Je vais juste vous donner 3 échéances importantes. La première, vous la connaissez, c'est l'échéance du 1er janvier 2022 pour Calliope. Alors, tous les organismes de formation ne sont pas obligés d'être Calliope. C'est simplement que si vous voulez accéder à des fonds
publics ou des fonds mutualisés ou des fonds en tout cas issus qui passent par France Compétences par exemple ou par les OPCO, etc. Bah, là, vous serez obligé d'être Calliope. Mais si vous vendez votre formation directement à une entreprise, si vous avez réussi à la convaincre que c'était un investissement et qu'il fallait qu'elle qu'elle mette du pognon là-dedans, bah, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de Calliope. Mais c'est quand même une échéance importante et si vous n'êtes pas encore Calliope, je vous encourage vivement à le faire parce qu'au-delà de l'obligation qu'il y a derrière, c'est vraiment utile pour les centres. Ça vous permet de vous poser les bonnes questions. Moi, je trouve que c'est quelque chose de très très intéressant. Calliope, je suis plutôt favorable à ce que ça ait été mis en place et je pense que à terme, ça va nous permettre, nous acteurs de la formation, d'avoir une offre de service de bien meilleure qualité pour justement tous les bénéficiaires. Le deuxième point de vigilance, c'est des changements qui vont arriver très prochainement sur EDOF. Si vous ne le savez pas déjà, les organismes certificateurs dont nous faisont partie ont l'obligation depuis déjà quelques mois à déclarer auprès de France Compétences la liste de nos partenaires, hein, donc les centres qui sont habilités à préparer à une certification ou à faire passer l'examen. Eh bien, il va y avoir un changement assez majeur dans EDOF puisque vous ne pourrez proposer des offres de formation qu'à partir du moment où les organismes certificateurs vous aurez déclaré auprès de France Compétences. Donc, le problème, ça a été de régler les centres qui mettaient des offres de formation sur EDOF alors qu'ils n'étaient pas habilités par des organismes certificateurs. Donc ce problème-là va être réglé avec ce changement. Mais c'est au lieu de commencer par de déposer une offre de formation sur EDOF et ensuite la rattacher à une certification, en fait, le processus va être inversé. Vous allez d'abord sélectionner la certification à laquelle vous avez droit, qui a été en amont déclarée par l'organisme certificateur, et à partir de cette certification, vous allez pouvoir y rattacher une offre de formation. Donc, ça inverse un petit peu le processus. Ça devrait arriver d'ici, je pense, quelques semaines, assez rapidement quand même. Et le dernier changement aussi, c'est ce qu'ils appellent l'accrochage auprès de la Caisse des dépôts. Pour le lancement du passeport de formation, d'orientation et de compétences, en fait, vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un dispositif qui avait L'idée existe depuis déjà de nombreuses années, depuis plus de 10 ans. C'est le passeport numérique, en fait. C'est que chaque individu va avoir un passeport numérique qui regroupe l'ensemble des diplômes, l'ensemble des certificats obtenus par cet individu-là. Ça veut dire que lorsque vous vous présentez à un job, vous dites vous avez votre bac, et pour le prouver, vous allez pouvoir renvoyer le recruteur vers ce passeport numérique, puisque votre baccalauréat, votre diplôme sera déposé sur ce passeport numérique. Et donc nous, organismes de certificateurs, nous allons, à partir du 1er juillet 2021, nous aurons l'obligation de transmettre auprès de France Compétences tous les certificats passés par les individus. Et c'est important, vraiment, je vous donne cette information-là parce qu'il y a quelque chose de très important derrière. C'est que d'une part, eh bien, nous, organismes certificateurs, on va être forcés, amenés à déposer tout ça, mais pour pouvoir le faire, France Compétences nous demande des informations, notamment le nom, le prénom, la date de naissance, mais aussi le lieu de naissance. Puisque nous ne souhaitons pas récupérer les numéros de sécurité sociale, c'est normal, des individus pour qu'ils puissent faire l'accrochage, pour qu'ils puissent lier ces certificats que nous déclarons auprès de France Compétences aux individus, ils vont utiliser ces données-là. Donc si aujourd'hui vous êtes organisme certificateur ou si vous travaillez avec un organisme certificateur, il est extrêmement urgent que vous rentriez dans votre process la récupération du nom, du prénom, de la date de naissance et du lieu de naissance, de manière à déposer ces certifications sur le passeport numérique. Il y a sous-entendu aussi derrière la possibilité pour la Caisse des dépôts de comparer les chiffres des formations que vous faites prendre en charge, enfin qui mobilisent du CPF et les certifications en face. Si vous avez formé 100 personnes et qu'il n'y a que 20 certificats qui ont été déclarés auprès de France Compétences par l'organisme certificateur qui le gère derrière, eh bien peut-être que la Caisse des dépôts va dire là ça mérite un contrôle parce que il y a une
différence trop importante entre le nombre de personnes formées et le nombre de certifiés. Donc ça, c'est quand même extrêmement important que vous rentriez cette obtention de données dans votre process. Alors, on a des Voilà questions. pour moi. Ah, Ah bah eh ben, tiens, écoute, c'est les grands parfait. esprits. J'étais arrivé à la fin, on a 10 petites minutes pour échanger, donc c'est parfait. Alors, Marie nous demande, enfin te demande, pour les centres de remise à niveau, les préparations aux sélections, est-ce que la certification est également obligatoire? Pour les centres de remise à niveau, alors tu peux répéter, je ne Prépa- suis pas Pour les sûr. centres de remise à niveau, les préparations aux sélections, est-ce que la certification est également obligatoire? Mais obligatoire pour faire quoi? La prise en charge CPF ou ça n'a rien à voir? Alors, c'est pas précisé. Marie, est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être votre demande? En attendant, on va répondre à la question de Roxane. Impossible donc avec Calliope pour un petit formateur de vendre sa formation sans s'adosser à un gros organisme certificateur de type Voltaire. Que ce soit un petit ou un grand centre, peu importe, les conditions sont les mêmes. Il faut, à partir du 1er janvier, être Calliope. Ça, c'est la première chose. Si vous voulez pouvoir mobiliser des fonds de formation, et si vous voulez notamment faire du CPF, eh bien, il faut que cette formation soit certifiante. Alors, il y a besoin de clarifier des choses dans les CGU. Nous avons saisi France Compétences à ce propos pour essayer d'avoir des clarifications sur les CGU parce que c'est pas très clair et c'est difficile parfois de comprendre ce qui est attendu. Mais sur le principe, en tout cas le principe de cette réforme, c'est que on sécurise les parcours de formation au travers d'une certification à la fin, d'une valorisation, d'une reconnaissance de l'individu, des compétences de l'individu. Donc, le principe, c'est formation CPF, formation certifiante, obligatoirement. Donc, effectivement, pour répondre à cette question, que vous soyez petit ou grand, il y a deux obligations pour mobiliser du CPF, c'est d'être Calliope et c'est d'être associé, partenaire, hein, pour utiliser le terme de France Compétences, d'un organisme certificateur. Alors, vous pouvez tenter, si vous le souhaitez, de déposer vos propres certifications. Je je veux pas vous décourager, mais vous savez qu'il y a que 15% des certificats aujourd'hui qui sont des dépôts qui sont faits auprès de France Compétences au RS qui sont retenus. C'est-à-dire qu'il y a quand même 85% qui sont rejetés. Déposer, c'est une vraie logistique, c'est une vraie ingénierie. Nous le savons, Voltaire et ICDL. Et en fait, le plus difficile dans tout ça, c'est de prouver que votre certification a une valeur d'usage. Or, si vous le faites uniquement pour vos propres stagiaires, ça n'a pas de valeur d'usage au niveau national, au niveau de tous les Français. Nous, on fait 120 000 certificats par an, ça couvre beaucoup de monde. Donc, voilà, on peut prouver de cette valeur d'usage. Donc, voilà, je ne veux pas vous décourager à aller déposer vos certifications. S'il y a un vrai besoin sur le marché, c'est tout à fait intéressant de le faire, mais il ne faut pas le faire que pour vous. Donc, si vous déposez une certification, il faut vraiment avoir dans l'idée que derrière, vous allez pouvoir la proposer à d'autres organismes de formation, que ce soit en le faisant payer ou pas, peu importe, mais enfin, voilà, vous ne pouvez pas le faire seul. Ça va un petit peu à l'encontre de l'idée. Donc, oui, je résume, Calliope et organisme certificateur, c'est obligatoire. Myriam demande, y a-t-il des particularités pour les organismes de formation exclusivement à distance dans dans les exigences Calliope? Pas que je sache. Pas que je sache. J'ai pas l'impression que les modalités de formation soient, non. Parce que formation présentielle, formation en face à face, formation magistrale, formation à distance, formation blended, Ce qui compte dans Calliope, c'est de montrer que on s'est posé les bonnes questions au bon moment. Est-ce que cette formation est adaptée? Est-ce que ce contenu est adapté? Est-ce que ça a permis d'acquérir des nouvelles compétences? Voilà, c'est le principe de Calliope, c'est plutôt de vous alerter sur ce que vous devez vous poser comme question. Après, les modalités en soi, je pense, je pense pas que c'est vraiment impactueux. Après, je suis pas un expert de Calliope non plus. Hein. Voilà. Faut y aller, faut être prudent dans ce que je dis là-dessus. Je suis expert sur les 4 critères qui nous concernent, mais pour tous les autres, il y en a beaucoup. Mais je pense pas.
Alors, Marie a précisé sa demande. Donc, pour les centres de remise à Ah, niveau, les préparations aux sélections, est-ce que la certification est également obligatoire? Et donc, elle précise, en effet, dans le cadre de la prise en charge CPF ou dans le cadre des aides apportées aux apprenants lors de la préparation aux sélections et aux concours. oui, mais là, je reviens sur le cas de la réponse que je donnais tout à l'heure. En fait, il y a besoin d'avoir des précisions, des clarifications au niveau des conditions générales d'utilisation du CPF. Je le conçois, c'est pas clair. Il y a des choses sur lesquelles on a vraiment des difficultés à comprendre, mais chaque fois que nous nous basons sur les déclarations qui sont faites par France Compétences ou par la Caisse des dépôts, ce que nous retenons de ces déclarations, c'est formation. Pour qu'on puisse mobiliser du CPF, la formation doit être certifiante. Donc, il y a pas de, il y a pas de cas, il y a pas de cas particulier. Ce qui se passe très souvent, ce qui peut arriver et ce qui est tout à fait non, enfin comment dire, compréhensible, c'est qu'il y a des personnes qui abandonnent, qui n'aillent pas jusqu'à la certification. Vous avez une formation qui démarre, la personne ne va pas jusqu'au bout. Bon bah ça, vous pouvez tout à fait le justifier auprès de la Caisse des dépôts si jamais vous avez un contrôle. Ce qu'il faut retenir, c'est l'obligation de moyens. Vous avez une obligation de essayer de tout mettre en œuvre pour faire passer la certification à votre apprenant. Et qu'est-ce que ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire par exemple, est-ce que vous l'avez convoqué? Est-ce que vous avez fixé une date pour cette certification? Est-ce que vous l'avez convoqué? Est-ce que vous lui avez attribué un compte sur la plateforme d'examen, par exemple? Ça, c'est des choses que la Caisse des dépôts peut éventuellement vous demander. Vous me dites que vous avez tout mis en œuvre, mais montrez-moi que vous avez convoqué l'apprenant. Après, si la personne abandonne, elle abandonne. On vous en tiendra pas rigueur de ça. Alors, on a une question de Sandia. Est-ce que le passeport numérique mentionné dans la dernière diapo sera sur le compte CPF du stagiaire? Alors, il sera rattaché d'une manière ou d'une autre au compte CPF, mais on n'a pas encore aujourd'hui d'informations sur la mise en œuvre de ce passeport numérique. On sait qu'il va y avoir en fait un passeport numérique qui va être rattaché. Chaque individu va recevoir une information en disant, au travers de votre numéro de sécu, vous pouvez consulter et partager les informations sur ce passeport numérique. Est-ce qu'il sera sur la plateforme moncompteformation.gouv.fr? Je ne suis pas sûr, c'est possible, mais en tout cas, il y aura effectivement cette plateforme qui permettra de faire cela. Juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, mais pour compléter un petit peu, euh, si vous avez une personne qui passe un examen chez vous, qui obtient un certificat ou un diplôme chez vous, et que pour X raison, l'information n'est pas arrivée sur ce passeport numérique, comment dire, comment dire, c'est un problème, c'est pour l'individu, c'est lui qui est pénalisé par ça. D'accord? Donc, il faut que ce circuit d'information depuis le centre d'examen jusqu'à le passeport numérique se fasse. Et pour ce faire, ben, il faut transmettre des informations à l'organisme certificateur qui lui-même va le transmettre à France Compétences. Et pour pouvoir le faire, il faut qu'on ait toutes les informations obligatoires. Et c'est celles que je vous citais, qui sont donc le nom, prénom, date de naissance et lieu de naissance. Donc c'est pour ça que c'est pour ne pas pénaliser le bénéficiaire, c'est important parce qu'ensuite le bénéficiaire, sinon il va se retourner contre vous. Il va vous dire, mais attendez, moi je suis venu chez vous passer un examen, je le trouve pas sur mon passeport numérique, qu'est-ce qui se passe? Et ça va vous demander du travail supplémentaire pour aller retracer pourquoi est-ce que cette information-là n'est pas remontée. Donc assurez-vous de bien obtenir les informations dont vous avez besoin pour que nous puissions faire cette déclaration. On prend une dernière question et puis après, de toute façon, on n'en a plus. Donc, il y a Roxane qui demande, pour être éligible au CPF, il suffit d'avoir une habilitation à certifier de type Voltaire ou être aussi sur Datadoc Calliope. Oui, actuellement, Datadoc, ça suffit. Donc, c'est soit Datadoc plus certification, soit Calliope plus certification. Ça, pour l'instant, c'est encore possible jusqu'à la fin d'année. À partir du 1er janvier, ça sera plus que Datadoc, pardon,
Calliope, plus certification. Mais dans les deux cas, avant ou après le 1er janvier, la certification, eh ben, elle est obligatoire. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va être verrouillé au travers de EDOF, puisque prochainement, si je vous prends l'exemple inverse, si aucun organisme certifié, si vous n'avez passé aucun accord avec aucun organisme certificateur, c'est-à-dire qu'aucun certificateur ne vous a déclaré auprès de France Compétences, lorsque vous vous connecterez à EDOF, vous ne pourrez rien faire. Vous serez bloqué dès la connexion. Et si Voltaire, si vous passez un partenariat avec Voltaire et que Voltaire vous déclare auprès de France Compétences, lorsque vous vous connecterez à EDOF, vous aurez la certification Voltaire. Vous cliquerez sur la certification, j'illustre un peu, mais vous cliquerez sur la certification Voltaire et à ce moment-là, on va vous dire, bah, OK, quelle formation est-ce que vous voulez dispenser et quelle offre de formation vous voulez déposer sur EDOF et ça sera automatiquement rattaché à cette certification-là. Et d'ailleurs, j'en profite pour rebondir là-dessus. Effectivement, au niveau du projet Voltaire et du certificat Voltaire, c'est une démarche qu'on a depuis quelques temps. Vous avez dû nous envoyer votre contrat signé et vos offres de formation. Si ce n'est pas fait, vous pouvez prendre contact avec votre responsable pédagogique chez nous, nous les envoyer pour qu'on les valide et qu'on puisse ensuite vous référencer auprès de France Compétences. Et Marie nous demande ce qu'il en est de Cléa, mais du coup, Cléa, c'est le même fonctionnement. Il y a des centres certificateurs et il faut une habilitation. Oui. Alors, Cléa numérique aussi, parce que le volet numérique, moi, je le maîtrise aussi. Cléa numérique, c'est pareil, vous obtenez une habilitation. C'est un petit peu particulier parce que vous devez déposer aussi tout un référentiel de formation. C'est pas forcément très facile, c'est un peu complexe, je trouve. Nous aussi, on a une solution pour les très grands débutants qui est certifiante et qui permet d'accéder au CPF, qui n'est pas plus ou moins reconnue que Cléa numérique et qui est par contre beaucoup plus facile à utiliser. Je me permets de faire ma petite pub là-dessus, mais qui ne donne pas à plus ou moins d'accès de financement non plus. Donc il y a Cléa effectivement pour les compétences de base, Cléa numérique pour la partie numérique, mais il y a des alternatives et regarder un petit peu ce qu'il y a sur le marché, regarder aussi les complexités au niveau des dépôts d'obtention d'habilitation, ça peut être un enjeu aussi dans votre réflexion. Merci beaucoup Christopher, merci de nous avoir Merci à toi encore Claudine. C'était très intéressant, j'espère que, en tout cas, tous les retours sont bons. Merci à vous et puis on vous souhaite une excellente journée. Ouais, merci à toutes et à tous. Je reste à vos dispositions.